Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur une série d'événements qui ont marqué les relations internationales ces dernières semaines et particulièrement la semaine écoulée. Ces différents événements qui sont liés aux relations internationales sont des événements de rencontre entre plusieurs pays. Et notamment, la chose qui a été beaucoup discutée, c'est le rapport entre, d'un côté, la réunion du G7 qui réunit les 7 pays anciennement les plus riches, parce que maintenant, les 7 pays les plus riches ne comprennent pas les pays qui forment les G7, les pays du G7 c'est anciennement, on va dire à partir des années 70-80, les pays les plus puissants et les plus riches, donc qui forment aujourd'hui ce qu'on appelle d'une certaine manière l'Occident, même si en réalité à l'intérieur de ces pays se trouve le Japon. Donc dans ce G7 qui s'est déroulé au Japon, à Hiroshima, les représentants donc des grandes puissances mondiales dites occidentales, donc notamment les États-Unis, l'Angleterre, la France et le Japon, se sont donc donné rendez-vous à Hiroshima, au Japon, pour évoquer le climat actuel au niveau mondial et notamment pour mettre en garde la Chine contre ses agissements, soit ses coercitions économiques dans les différents pays, soit ses actions en mer de Chine du Sud et pour réclamer la stabilité à l'intérieur du détroit de Taïwan. Et la Chine, de son côté, a réuni les différents pays d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, dans ce qu'on appelle la Chine, dans le sommet Chine-Asie centrale. Et en fait, souvent une comparaison a été faite entre les deux sommets, et comme on aime bien souvent le dire, comparant parfois donc ces deux sommets comme le sommet d'un côté de l'Occident et de l'autre le sommet de l'Asie, de l'autre la Chine, qui s'affirmerait comme une nouvelle grande puissance régionale eurasiatique face à des puissances occidentales qui seraient sur la défensive, voire même sur le déclin. Donc ça, c'est toujours intéressant dans les discussions de relations internationales aujourd'hui. Il y a beaucoup cette volonté, en fait, de trouver une alternative et de créer, de renforcer cette idée des deux blocs, donc bloc Occident et bloc reste du monde, et en mettant la Chine, en fait, dans ce bloc des autres pays qui représenteraient une, soi-disant, alternative à l'Occident. Alors ce sommet entre la Chine et l'Asie centrale, et certains des plus importants pays donc d'Asie centrale, était important pour la Chine, et comme cela a été dit, ça manifeste aussi la capacité de la Chine à aujourd'hui nouer des relations avec des pays qui étaient avant classiquement dans l'ère d'influence russe. Cela montre donc aussi surtout la perte d'influence russe. Donc plutôt que de voir le sommet de comparer ces deux sommets du G5 et Chine-Asie centrale comme un sommet mettant en prise deux visions du monde différents et deux aires géographiques différents, il convient plutôt de les analyser par rapport à eux-mêmes. Et donc le sommet Chine-Asie centrale est aussi la preuve manifeste du besoin pour la Chine d'étendre les routes de la soie, de les renouveler, et aussi l'exemple, donc, la manifestation, comme nous le disions, du déclin du pouvoir russe et du fait que ces pays ont besoin de soutien et qu'ils peuvent eux aussi jouer le soutien, jouer entre les différents pays qui leur accordent leur soutien, la Russie d'un côté, la Chine de l'autre, et pourquoi pas aussi d'autres puissances occidentales. Notons d'ailleurs qu'au même moment,
le président français se rendait aussi en Mongolie, donc dans un pays très proche économiquement et politiquement de la Chine. Donc, même si on veut ici opposer donc un G7 occidental, riche ou démocratique, et un sommet de Chine-Asie centrale qui serait un sommet des puissances plus autoritaires, je pense que ça serait en fait une erreur de faire de ce deuxième sommet une forme de représentation de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, le Global South. Parce que il y a justement, ce qui s'est passé en même temps donc ces événements, c'est quelque chose qui concerne un autre pays de ce Global South et qui a une position extrêmement complexe et extrêmement intéressante, justement par rapport à ces logiques de bloc. Donc on parle évidemment ici de l'Inde. Donc Narendra Modi, donc le Premier ministre de l'Inde, pendant cette semaine également, s'est rendu à la fois au G7 à Hiroshima, dont il était un invité d'honneur. On sait qu'il y avait entre Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre japonais, et Narendra Modi, l'actuel Premier ministre de l'Inde, une relation assez forte, des intérêts communs, et que cette relation a été continuée par le nouveau Premier ministre Kishida. Donc il était l'invité du G7, et d'une certaine manière, Narendra Modi disait qu'il voulait justement représenter la voix de ce Global South, de ce Sud global. Après, Narendra Modi s'est rendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça a été un événement très important. Joe Biden devait aussi se rendre à Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il n'a pas pu le faire parce qu'il devait gérer le problème de la dette. Quand Narendra Modi s'est rendu en Nouvelle-Guinée, il a été Papouasie-Nouvelle-Guinée, il a été reçu avec tous les honneurs par le président, qui, en geste de respect dans la tradition indienne, lui a s'est baissé pour lui toucher les pieds. Donc Narendra Modi il a immédiatement dit de se relever, mais c'était un événement extrêmement symbolique, montrant en fait que pour ces pays-là, c'est important, très important, cette figure de l'Inde qui échappe justement au conflit, à la tension auquel ils doivent répondre, à savoir celle de la Chine et celle des États-Unis. Et ensuite, Narendra Modi s'est rendu en Australie. En Australie, il a été accueilli par le Premier ministre albanese de l'Australie, et il a été accueilli à Sydney. Sydney, ils ont créé un événement devant 20 000 spectateurs, donc 20 000 personnes, donc majorité de la diaspora indienne, venue pour voir Narendra Modi, donc comme une sorte de rockstar. On a du mal en fait à imaginer quel autre président au niveau du monde pourrait drainer les foules, 20 000 personnes, s'il se déplaçait dans un pays étranger, et que ce déplacement soit aussi, on va dire, accueilli avec autant de chaleur par le gouvernement qui l'accueille. C'est-à-dire que non seulement il y a une grande diaspora qui voulait voir Narendra Modi, mais c'était organisé par l'Australie lui-même. Difficile, par exemple, d'imaginer Xi Jinping réunissant 20 000 personnes, scandant son nom, dans un stade aux États-Unis ou même aussi en Australie. Donc il y a quand même là une figure extrêmement intéressante, cette figure de l'Inde qui est complexe. Il y a beaucoup de problèmes politiques, de droits humains en Inde. Mais la question ici, c'est plus donc celle de ce qu'on appelle le Sud global. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Sud global ? En fait, on voit bien que faire cette alternative entre d'un côté le G7 et de l'autre la Chine qui serait représentant donc d'un monde alternatif, en fait ne marche pas, puisqu'en fait le Sud global il est pas si global que ça, puisqu'il est lui-même multiple. Donc pareil, au même moment, la même semaine, on peut aussi noter que l'Indonésie, qui sera le prochain hôte du G20, a accueilli le président iranien, et là c'est quelque chose d'extrêmement complexe aussi comme geste politique. Le président iranien, au moment où il y a des répressions très féroces contre les manifestants en Iran, qui ont pour soutenir les femmes qui ne voulaient plus porter le voile, il y a eu plusieurs condamnés à mort. Et donc le Premier ministre de l'Indonésie, à nouveau, quand il a accueilli le Premier ministre iranien, a dit que c'était une démonstration qu'il voulait exprimer lors du G20 la voix du Sud global.
Mais ici, en fait, on voit que cette notion de sud global, en fait, n'a plus trop de sens. Avant, il y avait cette idée d'une opposition entre, par exemple, le capitalisme et le communisme. Mais aujourd'hui, on est sur des modèles économiques qui sont pratiquement similaires. Donc ici, à part, en fait, sa place géographique est différente, qu'est-ce que ce sud global a à proposer de nouveau ? Quand bien même aujourd'hui une grande partie de l'économie mondiale serait propulsée par ce sud global, serait propulsée par des choses qui ne sont pas européennes, on ne voit pas ce que ça change encore en termes de démographie, en termes de pollution, en termes de carbone, d'émissions carbone, etc. Donc il semblerait que, alors qu'avant le mouvement des non-alignés avait véritablement une identité et un discours politique autre, il semble que ce sud global, qui est en fait extrêmement polymorphe, est-ce qu'il est représenté par la Chine, par l'Inde, par l'Indonésie, en fait, quel est véritablement son discours, quelle est véritablement sa voix, c'est quelque chose qui est en fait assez flou et qui dépend en fait des différents représentants autoproclamés de ce sud global. C'était Jean-Evert Bise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.